Bonjour à tous, bienvenue dans ce JT. Aujourd'hui, nous recevons Olivier Pauly, chef de la rédaction de Ouest France à Brest, pour commenter les événements de la semaine et du jour. Tout de suite, le point sur l'actualité de ce vendredi 27 janvier dans le Finistère. Brest a désormais sa propre monnaie solidaire. EOL, c'est son nom, doit promouvoir l'économie sociale et solidaire. Ce vendredi, les billets de 1, 2, 5, 10 ou 20 EOL ont commencé à être échangés. Explication avec Frédéric Lorenzo. Échange euro contre EOL. Ce vendredi, il était possible de troquer les premiers billets de la nouvelle monnaie sociale et solidaire du pays de Brest. Mais pas question de remplacer l'euro. Je crois que pour payer mes factures, il va falloir y aller en euros. Ça m'étonnerait que je paye l'électricité en EOL. Non, mais par contre, dans les commerces où je vais, mais où j'ai l'habitude d'aller, c'est-à-dire les coop bio, enfin, au coin de la rue, à Recouvrance et tout ça, tous ces lieux que j'aime, eh bien, ça me fera vachement plaisir d'y aller avec ce genre de billets. Voilà. Plus que symbolique, EOL est là pour permettre d'acheter des produits et des services de l'économie sociale et solidaire, mais aussi développer cette économie dans le pays de Brest. Parce que c'est une monnaie qui nous paraît plutôt intéressante, c'est une monnaie locale, c'est une monnaie qui ne permet pas la spéculation, c'est une monnaie qui peut permettre de la création au niveau local, de la création d'activités, de la richesse pour le pays de Brest. À partir de ce vendredi, une vingtaine de structures comme ce bar, la Tribu, accepteront les EOL. Mais attention, la monnaie commencera à perdre de sa valeur dès le mois de juin. C'est une monnaie qui se dévalue pour qu'elle ne soit pas conservée, thésaurisée. L'idée de cette monnaie-là, c'est vraiment de favoriser les échanges et donc plus elle tourne, moins elle perd de valeur. L'objectif, c'est de faire connaître les pratiques d'économie sociale et solidaire et d'accompagner les gens dans une réflexion sur leurs pratiques consommatrices. Avec EOL, les promoteurs espèrent convaincre à terme 250 à 300 consommateurs sociaux et solidaires. Olivier Pauly, bonjour. Bonjour. Vous êtes, je le rappelle, chef de la rédaction de Ouest France à Brest. Quel avenir, selon vous, pour cette monnaie solidaire EOL ? Alors quel avenir, c'est un petit peu les consommateurs entre guillemets brestois qui vont décider, c'est un petit peu difficile à savoir dès à présent. Ce qu'on sait, c'est que ces monnaies locales ont un petit peu le vent en poupe. Je crois que Nantes réfléchit à en créer une, Rennes aussi, et il y a l'expérience toulousaine avec les sols qui marche très très bien et qui elle est beaucoup plus inscrite dans le temps. Peut-être un effet de mode alors ? Ça y ressemble, mais en même temps on voit qu'il y a une vraie démarche derrière de la part des promoteurs de ces monnaies-là. Donc peut-être plus qu'un effet de mode. Plus de peur que de mal ce vendredi matin à la forêt Fouesnant. Un car scolaire et un fourgon se sont percutés sur une route très glissante au lever du jour. Bilan, 2 lycéens de 17 ans sont légèrement blessés, le conducteur du fourgon également. Le car transportait 31 collégiens et lycéens vers Concarneau. Une enquête est en cours pour déterminer les causes exactes de cette collision. De son côté, la préfecture du Finistère appelle à la plus grande prudence ce week-end sur les routes en raison de fortes chutes de température. Puisque l'on parle météo, voici une info insolite. Savez-vous qu'il est aussi facile de se procurer un parapluie que de se faire prendre en photo à Brest ? Vous ne voyez pas le rapport ? Les explications de Céline Lestrade. Qui a dit qu'à Brest, il pleuvait tout le temps ? La rumeur est en tout cas arrivée aux oreilles des concepteurs de photomatons. Ce géant de la photo d'identité s'est lancé dans la distribution de parapluies. Vendus à côté des photos d'identité et au même prix, il ne vous reste plus qu'à choisir le service le plus utile. Les Brestois ont fait leur choix. Non pas que Brest est une ville pluvieuse, c'est un petit peu la réputation qu'on en fait, mais ça peut toujours être utile, quoi. Bon, ça fait plus une mauvaise pub à mon avis qu'autre chose. 4 villes tests ont été sélectionnées, Lille, Valenciennes, Paris et Brest. Trouvez le point commun, elles n'ont pas pour réputation d'être les plus ensoleillées. En matière de parapluie, les Brestois en connaissent un rayon. Bon, bah même à 4 € je pense pas que ça soit aussi solide et donc utile ici. En voilà une qui a fait les frais des furieux coups de vent brestois. Si certains font tout de même confiance à leur pépin, d'autres lui préfèrent la capuche. Alors Olivier, opération pour les Brestois ou opération pour les touristes ?
A priori, c'est plus pour les touristes, tout au moins dans l'esprit des promoteurs, puisqu'ils ont ciblé non seulement Brest, gare d'arrivée, mais aussi les 3 autres grandes gares de départ pour Brest. Ceci dit, si on regarde les bilans météo de Météo France sur une année, c'est vrai qu'il pleut beaucoup à Brest, mais il y a d'autres villes où il pleut bien plus qu'ici, notamment une ville comme Biarritz par exemple. Ici, le mois d'avril, il y aura 10 autres villes en tout cas pour test pour cette opération parapluie. Revenons à présent sur l'actualité de la semaine, Olivier. Enseignants et parents d'élèves ont manifesté en début de semaine devant l'inspection d'académie à Quimper. En cause, la carte scolaire 2012 qui prévoit la suppression d'une 50aine de postes d'enseignants à la rentrée prochaine. Alors comment l'éducation nationale fait-elle ses calculs? Alors c'est tous les ans un petit peu la même rengaine. On a une carte scolaire qui en général supprime des postes et des enseignants, des parents d'élèves qui protestent. Les calculs sont faits sur deux bases assez simples: la hausse ou la baisse des effectifs inscrits prévus et la politique qui aille plus large du gouvernement de non-remplacement des fonctionnaires partant en retraite. Donc c'est sur cette base-là que le département doit perdre l'année prochaine 54 postes. Et jeudi prochain, donc le 2 février, la carte scolaire définitive devrait être présentée. Est-ce que les choses vont peut-être évoluer d'ici là? Alors d'après les syndicats, il y a une marge de manœuvre qui serait assez étroite, mais l'inspection académique disposera à peu près d'une 15aine de postes pour encore ajuster les choses. Et les manifestants estiment que c'est de pire en pire chaque année. Jusqu'où pourrait aller l'éducation nationale dans ces suppressions de postes? Alors, je pense que de toute façon, il y a des quotas, entre guillemets, de nombre d'enseignants par élève, ou plutôt de nombre d'élèves par enseignant. Paraît quand même totalement déraisonnable d'avoir plus de 30 élèves dans une classe. Ça paraît, surtout en primaire ou en maternelle, ça paraît très compliqué à suivre. À Plouigneau notamment, à la rentrée prochaine, il y aurait peut-être une classe de 41 élèves en maternelle. Donc des actions sont prévues samedi à Morlaix, à Landerneau, mobilisation également des parents d'élèves et des enseignants sur le marché. Et de nombreuses écoles vont être occupées la semaine prochaine, au moins jusqu'à jeudi. Et l'enseignement va sans doute être au cœur de la campagne présidentielle qui est plus que lancée. Lundi, François Bayrou, candidat MoDem à la présidentielle, était à Lille-Longue. Il a rencontré les salariés de la Sobrena ensuite à Brest. Qu'y a-t-il à retenir de cette journée? Alors bon, visiblement, François Bayrou était très content de pouvoir venir très rapidement à Lille-Longue, en fait pas si longtemps que ça après le président de la République, et davantage préoccupé par une réponse d'envergure nationale au meeting de François Hollande que véritablement aux enjeux locaux. Parce qu'il a rappelé que le chômage était son cheval de bataille, c'est ça. Donc vous le disiez, François Hollande, qui sera sur les terres finistériennes lundi prochain, son programme visite de Lille-Longue, rencontre avec les salariés de la Sobrena, c'est un peu du déjà-vu, non? C'est du déjà-vu, effectivement. Visiblement, ce sont des figures imposées. Ce qui est intéressant à noter, c'est que cette année, on voit défiler pas mal de candidats à Lille-Longue, ce qui ne se voyait pas avant. Le ministère de la Défense a décidé d'autoriser tous les candidats qui en feraient la demande à visiter ce site, on le sait quand même ultra protégé. On peut se dire que les candidats qui cherchent à asseoir leur stature de potentiel chef d'État feront tous le déplacement. Ce qui pourrait être intéressant à voir, ce sont des candidats dont on sait qu'ils ne sont pas a priori favorables à la dissuasion nucléaire. En Finistère, on a un candidat un peu original, il est jaune et noir, il s'agit de Dédé Labeyot. Alors présentons Dédé Labeyot à ceux qui ne le connaissent pas encore, Olivier. Alors Dédé Labeyot est un habitant de Plougastel qui dans le civil s'appelle David Derrien et qui se présente comme le candidat de la biodiversité. Alors, il ne prétend pas avoir un programme qui englobe l'ensemble des problématiques qui peuvent se poser pour un candidat à la présidentielle, mais il estime que la biodiversité doit faire partie du débat. Et puis cette semaine, Olivier, était également une semaine judiciaire. Enfin, notamment, il y avait l'affaire du Socalic qui avait lieu jeudi au tribunal de commerce de Brest. Rappelons les faits. En août 2007, le cargo Ocean Jasper avait percuté le Socalic, un casseur roscovite, entraînant la mort du marin pêcheur Bernard Jobard. L'audience au tribunal était très technique. Quel en était le but? Alors le problème dans ce dossier, c'est que la collision entre les deux navires s'est déroulée dans les eaux internationales, ce qui pose un problème de compétence juridique. Et donc hier, le tribunal a entendu les différentes parties pour savoir s'il était compétent ou non pour juger les assureurs russes de l'Océan Jasper.
Et donc le jugement a été mis en délibéré le 16 mars et le procès au pénal est en tout cas prévu courant 2012. Très rapidement, Olivier, ce week-end, vous allez être, j'imagine, sur le match Brest-PSG. L'occasion pour les supporters brestois de découvrir la mascotte, Zef le Pirate. Alors vous en pensez quoi de Zef le Pirate en tant que fan du stade? Alors, c'est une initiative qui appartient aux dirigeants du stade brestois, bien sûr. Personnellement, je suis un petit peu étonné qu'on choisisse un pirate comme mascotte de Brest, sachant que Brest est par définition une ville qui a été construite par l'État pour la marine royale. Donc, a fortiori, on n'a pas vu beaucoup de pirates à Brest. Mais après, ça peut être porteur. Merci Olivier et bon week-end, bon match. C'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau point sur l'actualité. Bon week-end. Au revoir.